Alors, on sort les données. On a la distance qu'ils ont à parcourir, 10 km, leur vitesse, et on a la durée de vie 2,2 microsecondes. Là, il faut se demander, est-ce que c'est un temps propre ou un temps dilaté? Alors là, dans le fond, ça, c'est la durée de vie des muons dans leur propre référentiel. Donc, autrement dit, si un muon, il passe au chrono au moment où il apparaît, puis il arrête au moment où il se désintègre, donc il va mesurer 2,2 microsecondes. Donc, ça, c'est son temps de vie dans son propre référentiel. Donc, il peut le mesurer avec une seule montre, donc c'est un temps propre. Euh, et là, on veut savoir c'est quoi la durée de vie moyenne des muons mesurés sur Terre. Donc, on veut le temps dilaté. Donc, gamma fois le temps propre, gamma 1 sur blablabla. Dans le fond, la vitesse, on l'a ici. Donc, on va pouvoir appliquer directement le facteur de Lorentz. Donc, vous avez fait le calcul, ça donne 10,0. Donc, autrement dit, le temps dilaté, ça va être 10 fois le temps propre. Leur temps propre de survie, c'est 2,2 microsecondes. Donc, ça fait dans le fond 22 microsecondes. Donc, autrement dit, dans leur propre temps à eux, ils durent seulement 2,2 microsecondes, mais sur Terre, vu qu'ils vont tellement vite, c'est comme s'ils ont l'air de durer 22 microsecondes, dans le fond. En B, on veut savoir le temps mis pour arriver au niveau du sol dans le référentiel lié à la Terre. Donc, quel est le temps de leur voyage entre l'altitude de 10 km et le niveau de la mer? Donc, ce qu'on cherche, c'est la durée du voyage, c'est-à-dire entre le moment où ils sont à une altitude de 10 km et le moment où ils atteignent le sol, mais tel que mesuré dans le référentiel de la Terre. Alors, je vous répète de faire très attention quand vous appliquez, je ne le dirai jamais assez, là, dans des problèmes de relativité. Alors, souvent, pour résoudre le problème, il faut poser l'équation vitesse égale distance sur temps. Et c'est très important que la distance et le temps que vous mettez dans l'équation soient dans le même référentiel. Donc ici, dans le fond, le 10 km, c'est dans le référentiel de la Terre. C'est pas dans le référentiel des muons, parce que les autres vont mesurer une distance qui est plus petite à cause de la contraction des longueurs. J'y arrive, c'est la question qui va suivre. Donc, la distance qui est mesurée par les muons, n'est pas la même. Mais donc ici, je vais appliquer ma formule de vitesse dans le référentiel de la Terre. Pourquoi? Parce que c'est cette distance-là que je connais, puis c'est le temps dans le référentiel de la Terre que je cherche aussi. Donc ça, c'est le temps de leur chute ou le temps de leur voyage. Alors, la distance propre, c'est le 10 km. Donc 10 fois 10 à la 3 mètres. Et dans le fond, moi, ce que je veux, en fait, c'est le temps de chute. Donc, si j'isole ici le temps de chute, et ceci va être le temps dilaté. Parce que le temps mesuré sur Terre, ce n'est pas le temps propre. Le temps propre, c'est le temps que les muons eux-mêmes mesureraient pour faire le trajet. Mais si vous êtes sur Terre, vous devrez avoir deux observateurs. Un observateur qui est ici pour observer le moment où le muon est créé, et un deuxième observateur ici pour observer le moment où le muon arrive sur Terre. Donc, sur Terre, vous avez besoin de deux horloges pour mesurer ce temps-là. Donc, ceci est le temps dilaté que vous allez mesurer sur Terre. Donc, c'est pour ça que je mets T et non pas T0. Faire attention. Donc, si j'isole T dans l'équation, ça va faire T égale L0 sur V. La vitesse, elle est de, dans le fond, 0,995 fois la vitesse de la lumière. Et ça va me donner 33,5 microsecondes. Donc, faire attention. Je répète une autre fois, quand on applique l'équation vitesse égale distance sur temps, très important que vous ayez dans votre tête toujours, OK, je l'applique par rapport à quel référentiel. Dès que vous écrivez cette équation-là, il faut que vous demandez, OK, je l'applique par rapport à quel référentiel. Alors moi ici, j'ai dit référentiel à la Terre. Pourquoi? Parce que le temps que je cherchais, le temps qui était demandé dans la question, c'est le temps mesuré dans le référentiel de la Terre.
Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le référentiel de la Terre. Puis en plus, la distance que je connaissais, le 10 km, c'était une distance dans le référentiel de la Terre. Fait que j'avais tout ce qu'il fallait pour aller chercher le temps de chute dans le référentiel de la Terre. Maintenant, c'est le temps mis pour arriver au niveau du sol dans le référentiel lié aux particules. Donc, le temps de chute que le muon va mesurer lui-même avec sa propre montre, entre guillemets. Alors là, dans le fond, on cherche le temps propre. Donc, le temps propre de chute. Faites attention, ce n'est pas le même temps que ici, parce qu'en A, on parlait du temps de vie. Ce n'était pas le même temps. Le temps de vie, c'était 22 microsecondes. Là, maintenant, on est en train de parler du temps de chute. Alors, le temps de chute, ça va être, c'est le temps propre qu'on cherche, parce que c'est le temps mesuré par le muon lui-même dans son propre référentiel, qui peut mesurer avec une seule montre, donc c'est le temps propre. C'est le temps de chute dilaté, tel que mesuré sur Terre, divisé par le facteur gamma. Fait que, dans le fond, le temps de chute tel que mesuré sur Terre, c'est 33,5 microsecondes, ce qu'on vient de calculer. Et le facteur gamma, on a déjà calculé, c'est 10. Donc, si on fait le calcul, ça va nous donner 3,35 microsecondes. Donc, ça, c'est notre réponse pour le temps propre de chute. Donc, autrement dit, voyez-vous, le même événement ne sera pas mesuré par le même temps. La chute du muon entre l'altitude de 10 km jusqu'au niveau du sol, ça va pour nous qui sommes sur Terre, on va voir les muons, ça va leur prendre 33,5 microsecondes pour faire ce trajet-là. Mais pour le muon lui-même, ça va seulement lui prendre 3,35 microsecondes. Donc pour le muon lui-même, il voit ce temps-là comme étant beaucoup plus faible, beaucoup plus petit, beaucoup plus court. Alors voyez-vous, c'est pour ça que dans le fond, il y a beaucoup plus de muons que ce qu'on avait prévu. On avait dit tout à l'heure que si on ne considère pas la relativité, en fait, on s'attendrait à ce qu'il y ait seulement 5% des muons qui arrivent au niveau, qui survivent jusqu'au niveau du sol, alors qu'en réalité, il y a 74% qui réussissent à arriver au niveau du sol. Comment expliquer cela? C'est parce que dans leur référentiel à eux, les muons, ça leur prend seulement 3,35 microsecondes pour faire pour faire 10 km de distance, mettons. Tandis que sur Terre, ça prend 33,5 microsecondes. Fait que c'est comme si dans leur référentiel à eux, ça leur prend beaucoup moins de temps pour faire le trajet. Donc, il y en a beaucoup plus qui peuvent survivre parce que ça leur prend beaucoup moins de temps que ce que nous, on prévoit par rapport à notre référentiel terrestre. Donc, vu que ça leur prend beaucoup moins de temps, ils peuvent se rendre jusqu'en bas. Ils ont le temps de se rendre jusqu'en bas pendant leur vie. Je vous ai présenté l'expérience des muons qui a servi à vérifier la relativité restreinte, la dilatation du temps. Mais il y a d'autres expériences qui ont été faites aussi. Il y a celle-ci que je veux vous présenter parce qu'elle est peut-être plus concrète pour vous, plus simple peut-être à comprendre. On a deux scientifiques, en fait, ils ont fait cette expérience-là en 1971. Ils ont parti en avion, ils ont fait d'abord un tour de la Terre, mettons, vers l'est. Après ça, ils ont fait un tour de la Terre en allant vers l'ouest. Ils ont comparé le temps relevé, le temps que ça leur a pris dans leur avion pour faire le tour versus le temps qui a été mesuré sur Terre. Okay? Donc, autrement dit, ils ont comparé dans l'avion, il y avait une horloge atomique au césium. En fait, même plusieurs horloges atomiques au césium, donc des horloges extrêmement précises. Et cette horloge mesurait le temps que ça prenait tel que mesuré dans l'avion. Et il y avait aussi des horloges au sol qui mesuraient le temps que ça a pris tel que mesuré au sol. Et ils ont comparé les temps pour voir est-ce que c'est la même. Si la relativité restreinte, c'est bidon, ben à ce moment-là, on s'attend à mesurer le même temps. Donc, le temps mesuré dans l'avion, le temps mesuré au sol serait identiquement le même. Or, ce n'est pas le cas. Il y a effectivement un décalage qui a été mesuré. C'est de l'ordre des nanosecondes en passant, donc c'est évidemment très faible, mais toutefois existant. Et ce décalage-là est en accord avec la relativité restreinte et générale.
donc ici, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut tenir compte aussi de la relativité générale parce que il y a un effet de gravitation aussi qui se produit. Euh, Autrement dit, quand on est à une certaine altitude, dépendamment de notre altitude, le rythme du temps ne va pas être le même non plus. Ça ne dépend pas juste de la vitesse, ça dépend aussi de la gravité. Mais ça, c'est étudié par la relativité générale. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais c'est juste pour vous dire que il faut en tenir compte aussi dans le calcul, là. C'est juste pour vous dire ça. Donc, euh, ça ici, c'est le premier, c'est quand ils sont allés, ils ont fait le tour de la Terre en allant vers l'Est. Après ça, ici, c'est quand ils ont fait le tour de la Terre en allant vers l'Ouest. Et là, ça, c'est ce qui était prédit par la théorie, donc la différence, le décalage en temps. Euh, alors ici, c'est selon la relativité générale, ça, c'est selon la relativité restreinte. Et donc, ça fait un total, si on additionne les deux, ici, un décalage de 40 microsecondes ou 275 microsecondes de pardon, pas microsecondes, mais nanosecondes. Et ce qui a été mesuré, ça c'est ce qui est prédit, et ce qui a été mesuré, c'était ceci. Alors, comme vous voyez, si on tient compte des incertitudes, en fait, ça concorde. Vous allez dire, c'est pas exactement le même chiffre. Mais 40 et 59, OK, c'est pas exactement le même chiffre, mais rappelez-vous que quand on mesure deux valeurs expérimentales, il faut toujours les comparer avec leur incertitude, sinon ça n'a pas de sens. Donc, si on les compare considérant leurs incertitudes, effectivement, ça concorde. Par contre, ce qu'on peut effectivement dire, c'est que c'est pas très précis comme malheureusement comme valeur prédite ici, parce que vous voyez que l'incertitude, c'est quasiment 50% de la valeur elle-même. Fait qu'on pourrait dire, ouais, ok, ça concorde, mais c'est pas très précis. Parce que l'incertitude est assez grosse par rapport à la valeur elle-même. Vous avez raison. Donc, en fait, ça, c'est les résultats originaux, la première fois que c'était testé. Depuis, évidemment, c'était retesté par des méthodes plus sophistiquées, des horloges plus précises, etc. Et la différence maintenant qu'on observe entre la valeur prédite et la valeur mesurée est inférieure ou en fait de l'ordre de grandeur de 1%. Donc, il y a un écart d'environ 1% entre ce qui est mesuré et ce qui est prédit par la théorie. Donc, on peut vraiment conclure que la théorie est fondée et que la relativité restreinte et par le fait même aussi la relativité générale, parce qu'on doit s'en servir aussi, sont expérimentalement vérifiées, valides. En passant, un petit clin d'œil, l'astronaute Sergei Avdeyev, il a passé plus de 2 ans de sa vie au total, là, en plusieurs voyages, mais au total, il a passé plus de 2 ans de sa vie à orbiter autour de la Terre sur la station spatiale Mir. Et dû à la dilatation du temps, il est maintenant 2 centièmes de seconde plus jeune que s'il n'était jamais allé dans l'espace. Alors, c'est pour vous donner une idée que présentement, les dilatations du temps qu'on a, c'est pas énorme. Mais c'est quand même lui qui a le record de dilatation du temps vécu. En tout cas, au moment où j'avais vu ce fait-là, là, c'était lui qui était recordman. Ça doit être encore lui au moment où vous regardez cette vidéo, là. Donc, le recordman de la dilatation du temps. Donc, c'est-à-dire 2 centièmes de seconde plus jeune que s'il n'était pas allé dans l'espace. Voilà qui termine la section sur dilatation.